On est ravis de vous accueillir dans cette maison que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui a été rénovée et inaugurée il y a 1 an et demi, le 9 octobre 2021. Le festival commence, il a commencé mardi par une projection de cinéma, il se poursuit et puis toute la soirée, il y a 3 jours de suite. Je suis prié d'excuser Jean-Loup Graton aussi pour toi, François, qui est évidemment avec la répétition générale de l'orchestre de Garde républicaine qui joue à Chinon, l'espace Rabelais ce soir. Directeur artistique du festival, directeur artistique qui a eu l'idée d'inviter Françoise Coste. Françoise était administratrice chez Erato, la maison de disques, où Henri Dutilleux a enregistré tous ses disques presque, pendant de longues années. Oui. Et elle vous dira comment elle l'a rencontré. Et elle est devenue, dans les 25 dernières années de la vie d'Henri Dutilleux, sa secrétaire particulière. On ne sait pas quel titre donner à ce poste, mais vous allez voir que c'était un poste clé. Ça s'est intitulé sur c'est une bonne cause. Merci. François, c'est à toi. Je suis extrêmement impressionnée. J'espère que je vais parler suffisamment fort, ça n'est pas dans mes habitudes, donc je vais forcer ma voix autant que je le peux. Je voulais juste rectifier, j'étais pendant une 12aine d'années chez Erato, en relation avec Henri Dutilleux, et seulement dans les 13 dernières années, on va dire, oui, secrétaire, assistante, voilà. Ah oui, je dis 25, j'ai additionné les deux. Oui, tout additionné, et voilà, bon. Mais c'est vrai, alors je voulais aussi préciser que ces relations avec Henri Dutilleux concernent donc les 25 dernières années de sa vie, et que mes souvenirs sont ceux d'un homme entre 73 et 97 ans. Donc mon point de vue, évidemment, concerne une période où il n'avait sans doute pas les mêmes préoccupations que 20 ou 30 années auparavant. Alors c'est très émouvant, c'est déjà émouvant de parler d'Henri Dutilleux, mais parler dans cette maison, ça l'aide encore plus, évidemment. Et l'évocation, quand on m'a demandé de parler d'Henri Dutilleux, j'essayais de voir quelles étaient les évocations qui m'arrivaient immédiatement. Alors curieusement, la première évocation qui me vient de lui, c'est Henri Dutilleux chez lui, dans son fauteuil, les jambes croisées, les pieds dans des gros chaussons de feutre. Donc je suppose que c'est pas tout à fait votre image. Il y en a d'autres aussi. Tout de suite après, l'image qui vient, c'est celle d'Henri Dutilleux à un concert lorsqu'on a donné une de ses œuvres et que le public applaudit, donc il se lève, il va jusqu'à l'estrade, il remercie le public avec un visage qui est touchant, je dirais presque un visage d'enfant, de grand bonheur. C'est aussi l'image d'un homme qui n'est plus très jeune, appuyé sur sa canne, avec son dossier de partition sous le bras, et qui va rue Saint-Louis-en-Lille à Paris, de son domicile à son studio et de son studio à son domicile. C'est aussi l'image d'Henri Dutilleux recevant ses visiteurs avec sa veste à ristoïde, son pantalon en gros velours, ses chaussures bien cirées, son petit foulard rouge. Et puis, plus rarement, Henri Dutilleux avec une chemise blanche, une cravate, une petite cravate, un petit morceau de cravate dans des représentations officielles, à la fois à l'Élysée quand il a reçu les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, ou à Munich pour la réception du prix von Siemens. Mais peut-être faut-il que j'évoque ma première rencontre avec Henri Dutilleux, qui
qui était dans les locaux des Râteaux-Disques, justement, où je sors de mon bureau. Et puis je vois Henri Dutilleux appuyé contre un mur, appuyé sur sa canne. Nous savions tous qu'il avait les genoux en très mauvais état. Et il attendait de pouvoir être reçu par le directeur artistique. Donc je me présente, je lui propose d'entrer dans mon bureau. Et il me dit, mais madame, je ne vais pas vous déranger, je ne vais pas prendre de votre temps précieux. Et évidemment, le grand mot était lâché, le temps précieux. C'était une des expressions les plus récurrente dans le vocabulaire d'Henri Dutilleux. Et à partir de là, nous avons eu des relations de confiance. Chez Rateau, je m'occupais d'organiser ses enregistrements, j'y assistais, mais il m'appelait souvent pour des problèmes qui n'étaient pas de mon service, mais je servais un petit peu d'intermédiaire et de premier interlocuteur. Donc voilà, c'est un peu de cette façon-là que nous avons commencé une relation qui s'est transformée donc par les circonstances de la vie comme ça en collaboration. C'est un petit peu exagéré comme terme, mais d'une certaine façon, c'était un travail en commun. Oui, et dans le texte que tu as préparé, tu dis que c'est surtout, tu as envie de parler d'un homme au travail. Donc la première question, c'est qui était cet homme-là ? Voilà, alors qui était Henri Dutilleux, c'est une question bien difficile. Donc c'est mon point de vue dans mes relations avec Henri Dutilleux dans une période très, très circonscrite. Et effectivement, je crains que le portrait que je vais essayer d'en faire soit surtout celui d'un homme au travail, parce que Henri, un créateur, est au travail toute sa vie. Alors peut-être faut-il commencer par les lieux où il aimait travailler, et je crois à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Cande, et j'ai une belle collection de cartes postales de Cande, parce que quand il était ici, il travaillait, il m'envoyait des lettres, des projets de lettres, et il joignait une petite carte postale, en regrettant d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus variée, donc il en mettait de Saumur ou d'ailleurs. Et voilà, mais à propos de Cande, il dit qu'il y trouve le calme favorable au travail, qu'il y trouve une nature d'une exceptionnelle beauté dont je ressens intensément le pouvoir envoûtant. Il parle aussi du charme exceptionnel du point précis où la Vienne et la Loire se rassemblent devant la collégiale Saint-Martin, ou encore ce confluent directement lié à la naissance de Mystères de l'instant, mais aussi d'autres œuvres évidemment pour lesquelles il a composé. Très privilégié. Il y avait un autre village en Suisse, un petit village qui s'appelait Lassage, dans le Valais suisse, sur un plateau à 16 ou 1700 mètres de hauteur, au-dessus de la petite ville d'Evolène, mais qui est aussi un petit village, où il écrit, par exemple, où je me suis rendu pour travailler dans le calme. Il y allait l'été, et il y retrouvait Geneviève Joie et puis des amis fidèles. Et évidemment, il travaillait dans l'île Saint-Louis, qui compte parmi les lieux où j'aime travailler, écrit-il. Et dans l'île Saint-Louis, il avait 2 adresses, rue Saint-Louis-en-Lille, le 12 et le 14. Le 14 était son studio. Son studio, c'était une pièce avec 3 pianos, des rayonnages, avec des partitions, des disques, des livres, et sa table de travail avec des crayons papier, de l'encre, son stylo, parce qu'il écrivait, il composait surtout à sa table, mais avec le piano droit à portée de main, comme appui évidemment à sa création. Mais oui, que je n'oublie pas de dire qu'il manquait
au 14 un téléphone. Il n'en voulait pas pour justement ne pas avoir de dérangement intempestif. C'est au 14 qu'il recevait ses visiteurs, la plupart du temps, mais c'est au 12 que nous travaillons ensemble. Le 12, donc, c'était son domicile privé. Il avait son bureau dans un coin, l'appartement, et nous travaillions. Alors au début, on s'installait sur une table ronde qui était extrêmement encombrée. Henri n'était pas très à l'aise. Moi, j'étais un petit peu de travers, finalement. Il allait s'installer confortablement sur son fauteuil. Moi, j'écrivais plutôt confortablement sur mes genoux. Et en fait, au début, il me dictait les lettres, où il les avait rédigées tout à fait. Et puis, au fur et à mesure de notre collaboration, il notait, comme vous pourrez le voir, le corps de la lettre sur un petit papier, et puis on en parlait, et puis je me débrouillais avec ça. Et donc, pendant ces séances, quand Geneviève était encore là et qu'elle était en bonne santé, c'est elle qui m'ouvrait. On papotait un petit peu, et puis tout à coup, de sa grosse voix, elle disait « Allô, Henri, Madame Coste est là !» Alors Henri arrivait, elle s'effaçait, et puis nous avions notre séance de travail. Et alors, évidemment, dans la séance de travail, Henri racontait des petites choses. Moi, je racontais des histoires, des râteaux ou autres. Et alors, quand il trouvait une anecdote intéressante, il se tournait. « Hé, la petite joie, viens écouter ce que dit Madame Coste !» Alors, on racontait quelques histoires. Geneviève lui servait un martini, et la séance de travail se terminait comme ça, de façon assez sympathique. Mais après, moi, je rentrais chez moi, évidemment, pour mettre ses lettres, pour taper ses lettres, et les faire partir. Et il arrivait souvent que j'étais à peine rentrée à la maison, qu'il téléphonait parce qu'il pensait que peut-être il faudrait changer les tirets en guillemets, ou les guillemets en tirets, ou je modifiais tel adverbe pour un autre, parce qu'il était extrêmement scrupuleux, qu'il avait réfléchi. Et bon, voilà, alors notre collaboration se faisait de cette façon-là. Tu as oublié de dire, par modestie sans doute, que c'était pas prévu que j'intervienne là, François. Mais tu interviens quand tu veux, j'en profite pour boire une petite gorgée. Voilà, tu as oublié de dire quand même que très vite, il te confiait une liasse de lettres signées préalablement, avec seulement son en-tête. Oui. Françoise. Oui, parce que évidemment, c'était quand même un signe de confiance. Je partais avec les documents à taper, et puis comme c'était signé Henri Dutilleux, voilà. Donc j'avais pas intérêt ni à les perdre, ni à me tromper. Il m'est arrivé une fois ou deux de faire des fautes, d'être très gênée, de m'en excuser auprès d'Henri. Mais non, ça je sais, les ordinateurs font des fautes. Non, c'est moi qui ai fait une faute. Ah, ces machines. Et en fait, ces machines, c'était les ordinateurs qui ne connaissaient pas tellement, mais c'était les machines utilisées par certains compositeurs dont ils ne partageaient pas toujours l'esthétique. Et vous le savez peut-être, mais l'un des credos d'Henri Dutilleux, c'était l'écrit, rien que l'écrit, vive l'écrit. Et effectivement, il écrivait ses partitions, ses courriers, voilà. Le temps lui était précieux. C'est une des formules
qui venait régulièrement dans ses courriers. Merci d'avoir pu me réserver une part de votre temps précieux. Votre si belle lettre et le témoignage qu'elle m'apporte m'est particulièrement précieux. Vous avez consacré un temps précieux à m'adresser votre message, etc. Une autre formule, c'était qu'il devait être avare de son temps. Vous comprendrez que je dois être avare de mon temps parce qu'il sentait le temps qui le talonnait. Sur son âge, où il y a un peu de coquetterie, mais un peu d'inquiétude aussi sur son âge qu'il juge toujours inavouable. Et une autre de ses formules était qu'il devait écarter tout ce qui m'éloigne de mes travaux personnels. Un journaliste, lui, dans une interview, lui demande si à notre époque on peut encore composer de la musique. Et il répond, quand cela devient une nécessité physique, comme c'est mon cas, la question ne se pose plus. Et un autre, il dit, ce qui compte, c'est l'envie d'écrire. Et là, d'ailleurs, un troisième, il parle du besoin d'écrire. Et effectivement, c'était cette nécessité d'écrire s'imposait à lui, donc s'imposait à l'ensemble de sa vie et déterminait, le mettait en quelque sorte dans une situation de travail et dans une situation de contradiction presque permanente parce que son écriture le met en relation avec des gens à qui il écrit, donc il alimente son courrier et puis il amène à faire des déplacements, donc alimente ses voyages, mais il veut écouter les autres. Donc il est toujours tenaillé par la création et obligé à des activités qui ne sont pas toujours les leurs. Mais pour lui, il citait aussi très souvent une formule étrangement qui vient de Baudelaire et qui est le travail, force productive et accumulative, portant intérêt comme le capital dans les facultés comme dans les résultats. Et cette phrase, il l'utilisait tout le temps, le travail, force productive et accumulative. Et il écrit par exemple à un journaliste qu'il a besoin de travailler au moins 3 heures par jour régulièrement. À René Fleming, un travail régulier, quotidien est le seul productif dans mon cas. À Seiji Ozawa, trop d'engagement à l'étranger m'ont empêché de travailler régulièrement chez moi dans la continuité, ce qui est essentiel pour accomplir un travail de création. Donc il est en permanence talonné, notamment il est en retard pour ses correspondances. Il est une vraie contradiction là. Il est dans une vraie contradiction. Une vraie contradiction existentielle, j'ai envie de dire. Et il se place. De façon prétentieuse. Oui, tout à fait. Et comment dirais-je, il écrit beaucoup. Donc oui, moi on aussi revient à ses correspondances maintenant. On revient à ses correspondances. J'ai fait un calcul rapide dans cette période de sa vie. Il écrivait en moyenne 5 à 8 lettres par jour, on va dire même 5-6 jours par semaine. On va laisser des semaines un peu de repos. Il écrivait donc en moyenne 2000 lettres par an. Et moi j'ai dû en taper au moins 5000, peut-être plus de 8000 dans les 2 ans de notre coopération. Ne croyez pas que j'exagère parce que il écrivait pour tout, pas un chèque, pas un formulaire qui ne parte sans un petit mot d'Henri Dutilleux. Il écrit à ses interprètes, à ses confrères, à ses éditeurs, aux institutions, les orchestres, les conservatoires, aux responsables de ses différents voyages. Il écrit à tous ceux qu'il a rencontrés lors des concerts,
qui lui ont rendu service. Il écrit à son garagiste, il écrit à l'URSSAF, il écrit à sa banque, il écrit à tous ceux qui lui envoient, il répond à tous ceux qui lui envoient des partitions ou des enregistrements, à tous ceux qui aimeraient qu'il compose quelque chose pour lui. Il répond aux journalistes, il répond aux biographes, il répond aux intervieweurs, en fait, il répond à tout le monde. Et du coup, il se trouve évidemment en retard. Alors, évidemment, il répond, il écrit prioritairement à ses interprètes, et à ces interprètes qui sont sur le point, évidemment, de créer ses œuvres. Et il a à la fois beaucoup d'affection, de respect et d'estime pour ses interprètes. Donc il écrit « Je travaille régulièrement. J'espère pouvoir bien travailler à l'interlude. Ton mot m'a rendu du courage pour pouvoir travailler un peu. Il m'est venu de nouvelles idées. J'ai réussi à franchir le mur qui me gênait et je finis l'orchestration. Croyez bien que je travaille, mais ne pourrait-on reporter ?» Voilà. Et donc il est talonné en permanence, notamment dans cette période-là. Alors, il écrit, il remercie beaucoup ses interprètes quand il ne peut pas se rendre à une invitation. Il envoie des messages pour communiquer ses encouragements et sa confiance dans les musiciens. Quand il n'a pas pu assister, il sait que ça s'est bien passé, donc il remercie. Quand il a assisté, il remercie encore parce qu'il a été très touché. Donc une grande part de ces courriers sont des remerciements et puis également des encouragements aux jeunes musiciens, aux jeunes interprètes. Ça, c'est très important. Pour lesquels il essaie dès lors qu'il sent une conviction, qu'il sent qu'il y a du travail et des choses à dire, il est prêt à les aider. Donc un jeune compositeur, par exemple, il explique qu'il vient seulement de trouver le temps d'écouter son travail. Il dit « J'avoue avoir particulièrement apprécié vos telle œuvre, autant pour leur aura poétique que pour la densité, la qualité d'invention de l'écriture instrumentale. Vos dons se manifestent également dans le traitement de l'écriture. Vous avez fait un fameux bond en avant. » Un autre, il dit, il s'agit d'une partition dont j'apprécie la grande subtilité de l'écriture dans les limites mêmes que vous vous êtes imposées, notamment en traitant l'emploi des micro-intervalles. Et très souvent, il se proposait de parler de ces compositeurs à la radio, à d'autres institutions, des organisateurs de concerts, des maisons d'enregistrement, ou, quand il s'agissait de compositeurs, de proposer ses œuvres à des artistes de renom. Il écrit à un compositeur qui a écrit pour Hautbois, et il dit qu'il va proposer cette œuvre à Maurice Bourg, qui à l'époque était encore en activité. Et puis, par exemple, en 2005, il recommande un jeune compositeur du nom de, alors je prononce mal son nom, vous m'en excuserez, je le dis bêtement, Frank Krawczyk. Il dit « Je le considère comme un tempérament qui me semble assez exceptionnel. » Donc vous pourrez le reporter. C'est notre compositeur de ce festival, tout à l'heure, voilà. Avec une commande passée par la Maison du Tilleul. Et alors, quand il n'avait pas le temps de lire et d'écouter, que faisait-il ? Il écrivait en utilisant une formule du genre « Il faut beaucoup de temps pour prendre connaissance en profondeur d'œuvres nouvelles, en s'appliquant ensuite à exprimer une opinion personnelle qui d'ailleurs est susceptible d'évoluer dès la deuxième audition. » C'est-à-dire que quand il écoutait quelque chose, il l'écoutait vraiment une fois, deux fois, et ensuite il rendait son opinion, ses réflexions. Donc il préférait ne pas écouter une œuvre plutôt que de l'écouter comme ça, vaguement d'une oreille. Donc vous le savez, c'était un homme plutôt aimable, donc les courriers qu'il envoie sont plutôt aimables, mais de temps en temps, il y a des cris de colère. Et notamment, une personne a
utiliser des photographies de lui sans son accord. Et alors là, il s'emporte. Et il lui dit, je vous l'ai dit déjà 2 fois par téléphone, je vous demande de ne pas utiliser ces photographies si d'autres occasions se présentaient. Et sa formule de politesse, alors que généralement, il a des formules un petit peu, alors pas alambiquées, mais recherchées, choisies, il lui met sincèrement à vous. Et ce sincèrement, c'est vraiment que lui, il était sincèrement contrarié. Mais sa plus grande colère, je crois que là, je vais prendre le temps de lire la lettre, est tournée contre un enregistrement dont il ne signe pas l'interprète, dont il ne nomme pas l'interprète, pardon. Vous allez deviner en fin de séance, ce sera le Quesaco de la soirée. C'est l'administration de la SACEM. Tu veux que je la lise pour te reposer? Si tu veux. Allez. Mon but est de vous faire savoir par la présente lettre que je partage complètement l'indignation ressentie par notre confrère Claude Pascal à l'écoute d'un CD où, sous le titre Extase, la musique de Gabriel Fauré, en particulier certaines parties du Requiem comme le Pie Jesu, se trouve massacrée par de prétendus orchestrateurs, entre guillemets, arrangeurs, réalisateurs, arrangés parmi les pires tripatouilleurs que nous puissions imaginer. C'est pas fini. Il s'agit d'actes de pur vandalisme qui d'ailleurs ne se limitent pas au saccage de la musique de Fauré, comme chacun peut le constater s'il a la patience d'écouter le disque intégralement. Il me semble qu'en présence de faits aussi révoltants, nous ne pouvons rester silencieux, à moins de renier nos racines. Je pense d'ailleurs que j'aurais pu tout aussi bien vous adresser cette lettre à l'Institut de France, alors que vous siégez vous-même à l'Académie des Beaux-Arts, partageant cet honneur avec quelques-uns de nos chers amis, dont je présume aujourd'hui quelle peut être la réaction s'ils sont au courant de cette triste affaire. Malheureusement, il n'y aura guère de réaction affichée. Donc, on comprend facilement qu'il ait beaucoup de retard. Alors il a des formules qui reviennent parce que, alors c'est submergé par un courrier plus volumineux que jamais. À ma grande confusion, je retrouve votre lettre qui s'était égarée lors d'un de mes nombreux déplacements, sous mon nombreux courrier. Je suis navré du retard dû à un travail urgent ou par suite d'un voyage à l'étranger, submergé par des travaux urgents, une série d'engagements à l'étranger qui n'ont cessé de me tenir éloigné de ma table de travail. Il reste toujours du courrier en retard. Et j'ai trouvé des courriers où il répond avec plus d'1 an de retard. Mais il répond comme s'il les avait reçus la semaine dernière en disant « Ah, vous me faites telle proposition, mais je suis tout à fait d'accord, si c'est toujours d'actualité ou quelque chose comme ça. » Et notamment... il peut avoir un petit peu de mauvaise foi ou de filouterie. Il répond à un Américain et lui dit « Je me demande par quel mystère la lettre que vous m'avez aimablement envoyée il y a plus d'1 an s'est perdue. Puis a soudain réapparu il y a quelques jours. » Il ajoute « Je suis contrarié par cet événement qui a pu vous laisser croire à ma négligence. » Alors, il va même, moi je dirais, jusqu'à une mauvaise foi qui est assumée, ou presque assumée. Il écrit après 21 mois de retard. Il répond à un correspondant très poliment. En cette période où l'on échange des vœux, le hasard me remet en présence de votre si chaleureuse lettre du 28 mars 2006, on est le 27 décembre 2007, que j'avais sans doute trop bien rangée à la veille de voyage, me promettant d'y répondre dès mon retour. Et il passe à autre chose et la lettre est tout à fait chaleureuse. Évidemment, celle qui a subi le plus grand retard, c'est la violoniste Anne-Sophie Mutter, qui lui passe commande d'une œuvre en 1986 et qui n'aura l'honneur de jouer sa partition qu'en 2002. C'est la partition sur un même accord. Mais évidemment, ces retards qui, lui, le préoccupent le plus, c'est... Bon, il est gêné de ne pas répondre en temps et en heure aux correspondants, mais ce qui l'angoisse le plus, c'est ces retards dans sa composition et par rapport à ses commanditaires. Alors, notamment, donc, Anne-Sophie Mutter, puisque dans
dans la période où j'ai particulièrement travaillé avec lui, il y avait cette commande d'Anne-Sophie Mutter, et puis sa dernière œuvre, Le temps, l'horloge, commandée par Seiji Ozawa et pour René Fleming. Et il se sent évidemment particulièrement talonné. Et il travaille, et en permanence, il demande un délai, et il est encore en travail, en retard, je veux dire, et il demande un délai, et c'est acculé dans son retard qu'il finit par reporter la dernière page écrite pour les violoncellistes de l'Orchestre national à la répétition générale la veille de la création, une petite partition comme ça que le copiste n'aura le temps de recopier vraiment que pour la générale. Donc le temps, c'est le deuxième thème récurrent dans ses préoccupations et dans sa correspondance. Donc il écrit « Je dois renoncer à tout ce qui pourrait m'écarter de mes travaux personnels. Les engagements internationaux que j'ai pris s'inscrivent impérativement dans les limites du calendrier. Je dois leur accorder la priorité. Je veux espérer que vous voudrez bien comprendre la nécessité où je me trouve d'être très avare de mon temps, etc., etc. Je suis obsédé par la fuite du temps et la nécessité de travailler régulièrement tout au long des prochains mois. » Et donc voilà, le sentiment de la fuite du temps ne m'a jamais autant obsédé. Et malgré ça, il répond tout de même à des commandes, à des propositions de commandes, et à un âge, on va dire... Il a 89, 90, voilà. 91, 92 ans. Il a des propositions de commandes et il répond avec un très grand enthousiasme, notamment j'éprouve quelques scrupules à l'accepter étant donné mon âge, il a 88 ans. Les engagements que j'ai eus, peut-être l'imprudence de prendre, m'oblige à être avare de mon temps si je veux réaliser mon programme de travail. Il a eu des commandes par la fondation de la reine Sofia d'Espagne. Il envisage d'écrire une pièce assez courte qui aurait été le germe d'un deuxième quatuor à cordes. 3 ans, ça c'est avant le bicentenaire de Chopin. Il a 91 ans et il envisage d'écrire une œuvre pour piano pour Christian Zimmermann, qui aurait pu être orchestré par la suite. Bon, pourquoi pas. Donc il a un peu travaillé sur ces 2 projets qu'il a vite abandonnés. Mais il est en permanence ouvert à de nouveaux projets, à de nouvelles rencontres. C'était quelqu'un d'extrêmement curieux. Oui, et dans le même temps, il ne renonce ni au concert, ni au voyage, tu vas en parler, et ni au temps consacré à la correspondance, parce que c'est du temps pour lui aussi, la correspondance, même si tu l'aides, quoi. Oui, mais la correspondance, elle vient de lui, évidemment. Oui. Et donc évidemment, mais vous le savez, il avait une grande curiosité, il est très, très tourné vers les autres, et donc il avait le besoin d'aller au concert, écouter donc soit des compositeurs, soit des amis, soit des gens qu'il connaissait ou des gens connus, mais surtout beaucoup de jeunes compositeurs ou de jeunes interprètes dont il avait entendu parler, qu'on lui recommandait, et donc il allait beaucoup au concert, mais en allant au concert, évidemment, il ne travaille pas. Et cette nécessité d'aller écouter les autres se traduit par la réponse qu'il fait à un intervieweur un jour. En fait, c'est pas des intervieweurs, c'était des étudiants de l'école à Angers, l'ESCA. Ah, l'ESCA, l'école supérieure de l'agriculture, d'horticulture. Non. Commerce, c'était une école de... Pardon. Et donc ces jeunes gens disent, mais à des jeunes musiciens, quel conseil donneriez-vous? Et il dit, pas trop de conseils, mais écoutez beaucoup de musique, lire beaucoup de partitions. Il ajoute, parce que je connais des musiciens très doués, mais qui ne vont
que très rarement au concert écoutait les autres, très différents d'eux, et il dit « Vous avez le droit de juger, mais pas le droit d'ignorer ». Et ça, je trouve que c'est très dutillesque, et c'est assez juste. Donc, il a les concerts, mais les concerts, quand il est à Paris, c'est pas très grave, parce qu'il est quand même à Paris, donc il peut travailler. Mais par contre, quand il est en voyage, évidemment, les choses trottent dans sa tête, mais il n'est pas à sa table de travail à concrétiser ses réflexions. Et donc, les voyages, il ne résiste pas. D'ailleurs, Geneviève Joix disait « Henri, il a le va-va ». Et en effet, Henri va et vient. Il avait besoin d'être présent aux répétitions de ses œuvres quand il était invité à l'étranger. Alors, entre mars et novembre 2005, en 8 mois, il va à Toronto, à Turin, à Londres, à Amsterdam, à Barcelone, à Lausanne. En 2006, il se rend à Vienne, à Madrid, à Eindhoven, à Lausanne, à Monaco, à Washington, à Salzbourg, à Francfort, au Midem de Cannes, à Bruxelles. En 2007, c'est l'année de la création de son œuvre, Le temps l'horloge, au Japon, à Boston et à New York. Il souffre des yeux, il souffre des genoux, il est fatigué, il est en retard, il avance très lentement dans son travail. Mais à Cardiff, on l'invite pour le faire docteur honoris causa, évidemment, il ne renonce pas. C'est l'anniversaire de Rostropovitch à Moscou, bien sûr, il file à Moscou. Et alors notamment, en février 2008, à Cardiff, on lui remet donc the Honorary Fellowship. Et il a un programme, je suis retombée sur le mémo que je lui avais fait. Il arrive un soir, le lendemain à 13h, il y a un concert à l'université. Entre 14h30 et 16h, il a un entretien avec des journalistes ou je ne sais plus trop qui. À 19h, il a le concert du soir dont le programme est chargé, doit durer 2 heures. Le lendemain, il recommence la même chose. À 14h30, concert à 13h, 14h30, 16h, entretien. Le soir, de nouveau un concert avec un programme consistant, et après ce concert de la deuxième journée, la cérémonie de remise de cette distinction de docteur honoris causa. Vous le verrez d'ailleurs en tenue à l'anglaise, docteur honoris causa. Et dans le même état d'esprit, toujours entre ces deux créations du temps l'horloge, toujours avec un état de fatigue et de retard, il y a tout un mois d'Utilleux à Saint-Pétersbourg. Valéry Gergiev l'invite, il ne renonce pas et il part à Saint-Pétersbourg, même si le moment est mal choisi. Et il y a aussi une photo de lui à Saint-Pétersbourg où il est Ses voyages, en fait, lui redonnent de l'allant, lui redonnent un coup de jeune. Mais évidemment, pendant ce temps-là, bien sûr, c'est sa correspondance qui prend du retard et c'est la création qui prend du retard. Donc s'il se met à la création, il est en retard pour la correspondance et il est dans ses contradictions permanentes. Je te propose qu'on ne soit pas en retard non plus. Tu m'avais dit de surveiller l'heure. Donc je te propose qu'on passe sur les remerciements parce qu'on a compris qu'il écrivait et qu'on parle surtout du regard qu'il porte lui sur son œuvre, si tu veux bien. Mais si mais moi si j'exagère, tu me fous dehors. Hein. Le temps l'horloge. Voilà, le temps l'horloge. Voilà. On y revient toujours. On y revient. Parce que c'est la partie centrale de sa pensée sur la création, quoi. Henri Dutilleux, je pense, était tout à fait conscient de sa valeur, mais en même temps, il était
enfin moi je l'ai ressenti comme ça, étonné qu'on puisse s'intéresser à sa musique, tout en sachant que sa musique avait évidemment un intérêt. Mais comme il avait été mis un peu de côté à un moment donné, voilà. Et il parle de sa musique en disant que sa musique doit être libre et souple et qu'elle doit respirer comme une voix humaine. Et donc, il se défie complètement de la notion d'inspiration, c'est-à-dire que c'est pas du tout la jolie muse qui vient se poser sur l'épaule d'un créateur et qui lui souffle quelque chose et il n'y a plus qu'à écrire. C'est du travail, du travail, du travail. Et il dit qu'en fait, ce qui déclenche la création, c'est quelque chose émanant d'une tension nourrie par une longue quête qui procure l'assurance de pouvoir s'engager dans un projet sans le moindre doute existentiel. Et donc je pense que cette phrase se réfère à la fois à son goût pour la poésie et au parallèle qu'il a souvent fait entre musique et peinture. C'est quelqu'un qui maturait les choses, qui avait une grande culture, qui était très sensible à la poésie, donc Baudelaire, tout le monde connaît, mais qui allait chercher, par exemple pour ses correspondances, l'œuvre d'un poète indien, Mukherjee. Il a besoin de faire la synthèse de toutes ces émotions. Et sa création, donc, c'est du travail, mais ce qu'il dit, ce qui compte, c'est l'envie d'écrire et le goût du risque. Et il parle beaucoup du goût du risque, s'appuyant sur Van Gogh, qui disait, dans notre art, il faut risquer sa peau. Il faut risquer sa peau, oui, voilà. Et donc, il y a l'envie d'écrire, le goût du risque, et quelque chose qui est peut-être, qui peut apparaître inattendu pour un musicien, mais c'est le silence. C'était pas un de ses credos, mais c'est une phrase qu'il répétait souvent. Si ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et à propos de son œuvre, The Shadows of Time, et de son dernier mouvement intitulé Dominante bleue, dans un entretien en 2006, il déclare « J'ai voulu terminer par un pianissimo qui tend vers le silence, d'où vient et où va la musique ?» Donc voilà, son goût du risque, on y revient. Et il dit notamment qu'un artiste doit savoir courir des risques, non sans contrôle, notamment il allait chercher sur le plan technique l'avis de musiciens comme Michel Auclair pour le violon ou d'autres, et il répète souvent, il écrit souvent, dans ma production, les œuvres qui me laissent le moins de remords sont celles pour lesquelles j'ai conscience d'avoir couru le plus grand risque, le plus de risques. Et je crois que ce qui... comment dirais-je, on perçoit sa personnalité également à travers les titres qu'il a donnés à ses œuvres et les titres qu'il donne au mouvement de ses œuvres. Et qui lui-même dit que le choix de ses textes est en relation avec les notions de cosmos et de mystère. Donc de préoccupation de l'infini et de l'importance dans son imaginaire et dans sa création de la notion de nuit, que ce soit le quatuor Ainsi la nuit, timbre espace mouvant ou la nuit étoilée, dans le titre de mouvement comme Nocturne 1 ou 2 ou Constellation dans son quatuor, la danse cosmique de ce poète indien Mukherjee dans Correspondance. Il se situe, dit-il, parmi les musiciens de la couleur, à la fois harmonique et orchestrale. Et on retrouve là aussi le titre de ces mouvements, vague de lumière, dominante bleue, flamboyant. Voilà, c'est un homme qui vit par, dans sa création. Je pense qu'on peut utiliser un certain nombre de prépositions ou d'adverbes, et il a composé au moment où
Boulez, les musiques sérielles, connaissait un petit peu, comment dirais-je, une grande notoriété. Il lui compose loin des coteries et il écrit dans différentes lettres ou dans des entretiens. Il dit: je me considère non comme un compositeur indépendant, mais comme un compositeur inclassable. Ce qui est à la fois peut-être une petite, comment dirais-je, petite vanité. Enfin, mais moi, je me demande si ce n'est pas une espèce, enfin, si on ne peut pas considérer je suis un compositeur inclassable comme un pied de nez justement à tous ces festivals où il disait, en fait d'esthétique, dans les années 50, on en discutait dans des festivals de musique contemporaine tels que Donau et Schingen ou dans des revues ou des radios d'avant-garde, et l'on évitait soigneusement de m'inviter. Mais il ajoute, mais Bartók a beaucoup compté pour moi. Quand j'avais 17 ans, c'était un inconnu en France, comme Schoenberg, dont on ne connaissait que le Pierrot lunaire. Et il dit, la matière de l'esthétique, c'est le vécu, en fin de compte, ce sont les hommes. Alors, c'est par rapport à l'esthétique, et il évoque aussi souvent le lien entre compositeur et public. Il affirme, un compositeur a besoin du public, mais pas question de se plier à ses goûts, il faut les provoquer. Et il complète, je me méfie des courants musicaux en opposition justement au sérialisme, dans la mesure où il flatte les goûts supposés du public en mésestimant son goût de renouveau en matière de création. Et il ajoute, j'ai une grande méfiance à l'égard des néotonaux qui se soucient avant tout de se venger du mouvement sériel dont l'omniprésence fut néfaste pendant plus d'un demi-siècle, aussi bien pour le public que pour les apprentis compositeurs épris de liberté. Donc il est il a des positions, des convictions très fortes, mais ce qui ne l'empêche pas aussi d'avoir des doutes, des réflexions. Peut-être parce que c'est aussi quelqu'un qui est engagé au sens le plus large. Un journaliste un jour a titré un article sur Henri Dutilleux. Henri Dutilleux, un compositeur dans la cité. Et effectivement, Henri Dutilleux, on a vu, il est intéressé par les autres, il est intéressé par ce qui se passe, il lit le journal, il est présent dans le monde. Et en faisant le tour des correspondances, j'ai trouvé qu'il cotisait à 26 associations. Les Amis de Jean Moulin à ceux de Gaston Littez, de l'association Maurice Ravel à celle de la restauration du Carillon de Douai, de l'Institut Pierre Mendès France à l'Amicale de la musique de l'air, des Nouveaux droits de l'homme aux Amis d'Olivier Greff, etc., etc. Il a écrit un certain nombre de manifestes pour avoir une grande salle de concert à Paris, pour que les arts soient présents à l'école, contre la loi licence globale qui concerne Internet, pour défendre Florent Schmitt qui était attaqué à un moment, pour le classement du site de Monsoreau, contre ce CD Extase dont René vous a lu la lettre. Il a écrit des hommages bien sûr prioritairement des musiciens, mais pas seulement. Voilà, c'était une personnalité riche, complexe, terriblement attachante. Tout le monde l'avait compris, je pense, à entendre Françoise. Qui doit surmonter une grosse émotion, vous le comprenez bien. Surtout que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Voilà. Écoutez mon petit blabla. Est-ce qu'on passe maintenant à cette deuxième contradiction entre sa modestie réelle, qu'on a nous aussi perçue ici, et puis pour conclure, avec aussi sa sensibilité aux honneurs, quoi. Oui, alors oui, moi je trouve, je voudrais faire un vrac des contradictions, des caractères, de ces traits de caractère. Je l'ai trouvé attachant, impressionnant, aimable, curieux, plein de contradictions, filou, coquet, gourmand, perfectionniste, volontaire, résistant à la douleur, je dirais même dur à cuire, respectueux, non dépourvu d'humour, homme de conviction et de doute, enthousiaste, naïf, optimiste, scrupuleux,
poli, secret. Voilà, il est dans ses contradictions, dans ses doutes, et c'est vrai qu'à propos de... Je pense que tous, on a l'image d'Henri Dutilleux comme d'un homme modeste, ce qu'il était réellement, je pense. Mais il était assez sensible aux honneurs. Et par exemple, le maire de Dauge, de Caen, pardon, ouais, qui était Monsieur Dauge, il répond à Monsieur Dauge et lui dit: je me demande sincèrement si parmi les habitants, c'est à propos excusez-moi, de donner le nom d'Henri Dutilleux à l'école de Caen. Je me demande sincèrement si parmi les habitants de Caen, une personnalité locale ne serait pas plus digne que moi de l'honneur que représente votre offre et dont je mesure le prix. Et toutefois, il ajoute: si vraiment cette réserve vous semble superflue, je serais heureux, monsieur le maire, de me rapprocher encore de ce merveilleux village que vous administrez avec tant de soin. Et par exemple, lorsqu'il reçoit le prix von Siemens à Munich, il n'arbore pas du tout ces insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur qu'il a reçu l'année précédente. Mais par contre, l'année précédente, il écrit au grand chancelier qui lui dit: pour vous faire remettre vos insignes, vous pouvez faire ceci, ceci, cela. Il écrit: non, mon souhait étant que le grand maître du premier ordre national puisse accepter de me faire cet honneur, je vais donc adresser ma demande directement à Monsieur le Président de la République. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres exemples. Oui, il ne disait pas: j'ai rencontré un tel ou un tel. Alors il y avait des photos chez lui qui étaient de lui serrant la main de Bill Clinton, parce qu'effectivement il avait serré la main de Bill Clinton. Quand il a eu le premium impérial au Japon, Geneviève Joy et lui ont serré la main de l'empereur et de l'impératrice du Japon. Geneviève Joy, une fois, avait glissé, comme ça, mine de rien, déjeuner à Buckingham. Donc, je veux dire, il n'en faisait pas du tout étalage, mais voilà, il avait sa valeur personnelle, lui avait valu, finalement, d'être hissé à des honneurs auprès de gens importants, évidemment. Alors, il aimait ses interprètes. Et je crois qu'on va terminer là-dessus. Par exemple, il parle de Rostropovitch en disant, il écrit: c'est le plus grand violoncelliste du monde qui empêche les autres de dormir. Anne-Sophie Mutter est la plus grande violoniste du monde. René Fleming est la plus belle voix du monde. Il a le sens des formules, mais celle que je préfère justement concerne René Fleming. Et il informe qu'il va aborder dans son écriture la conclusion de l'œuvre du poème de Baudelaire qui s'appelait donc « Enivrez-vous » et il enchaîne « En tout cas, croyez bien que je m'enivre toujours de l'extrême beauté de votre voix ». Je trouvais que c'était tout à fait joli. Voilà, tout à fait lui. Voilà, donc, mais il était aussi, il était coquet. Il aimait, avant les photos, vite il remettait ses cheveux, s'il avait le temps d'enlever ses lunettes, il enlevait ses lunettes. Il avait la coquetterie de son âge. Il était aussi comme tout à chacun. Et vraiment, je crois qu'on peut dire qu'on avait... Je ne voudrais pas que ça paraisse immodeste, mais on avait des relations d'affection partagées. Et c'est peut-être justement parce qu'Henri Dutilleux, il était à la fois simple et pas simple et compliqué, et qu'il était impressionnant et attachant, et que...
Et que je dois dire que 10 ans après sa mort, je ne réussis toujours pas à passer devant le 12 de la rue Saint-Louis en Lille parce que ça fait quelque chose, voilà. Et qu'il est ici particulièrement présent. Je le vois là-bas sur la photo dans mon champ de visite. Merci, François. Il a surveillé tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a eu des questions? Oui, le rôle qu'il jouait vis-à-vis de ses interprètes. Oui. Est-ce qu'il était, vous avez dit qu'il assistait aux répétitions, Oui. je pense qu'il assistait aussi aux enregistrements. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il était directif? Est-ce qu'il laissait au contraire Je pense qu'il discutait beaucoup avec Oui. ses interprètes, qu'il avait... ce qu'il dit quand il dit qu'il souhaite que sa musique soit souple, fluide, qu'elle respire comme la voix humaine, il laissait, me semble-t-il, une certaine liberté à ses musiciens, mais en leur faisant part de ses intentions. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de réécouter avec lui l'enregistrement d'Anne-Sophie Mutter. Et en réécoutant cet enregistrement, tout à coup, il se met dans l'œuvre et il dit « Ah oui, là, elle prend ça très bien, ce tempo, elle fait ça très bien. » Donc, c'était... je pense que l'interprétation de ces musiciens était fondée sur des échanges qu'ils avaient eus. Et alors là encore, je ne veux pas être immodeste, mais avec mon mari, nous l'avons accompagné au Japon parce qu'il était tellement fatigué que je me dis on ne peut pas le laisser tout seul. Et donc, on a assisté à la naissance de Le Temps l'horloge dans sa première version, répétition avec Seiji Ozawa, René Fleming et lui, qui découvraient tous les trois l'œuvre en vrai. Et la complicité entre ces trois artistes qui étaient respectueux les uns des autres, qui avaient beaucoup d'estime, d'admiration et d'affection, fait que c'est une espèce de... comment dirais-je, de rencontre. Mais c'était, je pense, quelqu'un qui transmettait beaucoup de ses intentions à ses interprètes sans leur dire c'est comme ci, c'est comme ça et pas autrement. C'est l'impression. Oui, avec en même temps une très très grande exigence, quoi. Ah oui, et non, notamment mais bien sûr, sur la qualité sonore, il avait l'oreille absolue, évidemment. Oui. Il y a plein d'anecdotes, il y a 8 violoncelles. Non, c'est les contrebasses d'ailleurs. Il dit le 7e, là, il joue pas la partition. Là. Bon, bien des choses où le chef d'orchestre le lendemain le rappelle, le jeune chef, qu'est-ce que vous avez pensé de mon concert? Et puis il lui répond, juste pour vous dire que des timbales, ça s'accorde, alors je ne sais plus, en si et en fa, c'est ça? Oui, selon. Donc le chef d'orchestre avait passé le concert avec 2 timbaliers qui jouaient. Qui jouent pas juste. Faux. Bon, là, il était totalement impitoyable. Et il y a aussi beaucoup de... On le voit on l'a vu à la télévision avec Sir Simon Rattle, qui n'est pas n'importe qui. Je vais dire ergoter, c'est stupide de ma part. Non. Enfin, à éplucher la partition pendant tout à fait. dizaines de minutes. Oui, non, c'était... grande exigence. Oui. Avec bienveillance. Mais il disait justement à propos de son oreille, il disait qu'en fait, dans les musiciens de son temps, on va dire, il dit nous ne sommes que 3 à entendre dans notre tête ce que l'on a écrit, c'est Messiaen, Boulez et moi. Et les autres, ils ont besoin de la première exécution pour voir ce que ça donne. Eux savaient, alors évidemment, la découverte en vrai est autre chose, c'est l'accouchement d'un enfant, mais voilà, Messiaen, Boulez et lui entendaient dans leur tête. Une autre question? Oui. Oui, justement, j'avais une question à ce sujet. Vous avez parlé de ces relations affectueuse presque avec les jeunes compositeurs. Oui. Et on a compris qu'il n'était pas du tout dans l'esthétique de Boulez, même s'il appréciait la qualité du musicien. Je trouve, à vous entendre,
et je vous remercie de partager tout ce que vous avez dit, qu'il y a une grande familiarité avec Olivier Messiaen. Est-ce qu'il était proche de lui? Est-ce qu'il se connaissait? Est-ce qu'il parlait? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se référait, peut-être que Robert sait mieux que moi, il se référait souvent à Messiaen, pour qui il avait beaucoup d'estime. Je ne sais pas. De Geneviève et Yvonne Loriot. Oui, ouais, voilà, oui. Mais ils se connaissaient d'abord. Oui, ils sont directement. Pendant la guerre, ils formaient une espèce de groupe informel avec Olivier Messiaen, Daniel Le Sur, et puis... Je ne sais pas s'il y avait Messiaen avec Daniel Le Sur. Je crois bien, c'est ce que j'ai vu. Et par rapport aux musiciens qu'il révérait, enfin moi je verrais bien une relation proche avec Debussy dans l'idée de temps suspendu. Oui, non, mais, Moderne, en fait. mais ça, je crois oui, son patrimoine génétique, on va dire, oui, c'était Debussy, c'était Roussel, c'était Fauré, c'était Ravel, quoique à propos il dit qu'à un moment, il a composé au piano et qu'il a quitté le piano pour la table parce que les harmonies de Stravinsky et de Ravel ne sont pas ses harmonies à lui. Mais Debussy, oui, il a baigné dans Debussy tout petit. Et dans la conception du temps, en fait. C'est ça, Mais moi, je ne suis pas musicologue, donc je ne veux pas dire de sottises sur le plan musicologique. Voilà, je parle de ce que j'ai vu Et écrit. voilà. Écrit Et ce qu'il a écrit. Voilà. Vous en parlez de son admiration pour tel ou tel musicien? Oui, occasionnellement, oui, tout à fait. Mais je pense que on en parlait à midi avec Lise, qui a lu ou entendu la liste. C'est une interview, Oui. une interview d'Henri Duquier. Où il parle de 10 musiciens et dans un courrier d'Henri Dutilleux, il met au-dessus des musiciens du XXe siècle Ligeti et Messiaen, justement, mais qui ne sont pas cités Si, dans les 10 musiciens. Messiaen est cité, il si, est si, ouais. Messiaen est cité. Dans sa ligne. La liste Donc, commence je par pense- Rameau, donc c'est une liste... Mais à Non, notre grande... Monteverdi. Monteverdi même, et à notre grande surprise, il ne cite pas Schubert. Non, Schumann, mais pas Schubert. Il y a- On était un peu éberlués. Je sais pas. Est-ce qu'on peut en rester là? Je vois les documents qui circulent. Oui, S'il laissez-les vous plaît, bien. vous en placer, prenez le plus grand soin. s'il vous plaît. Enfin bon, oui, je devrais m'abstenir. Non, Ça ne peut pas être autrement. donc vous avez compris qu'elle avait de quoi écrire un livre. Quoi. Il faut le faire. Donc, Pensez-vous. c'est Non, peut-être c'est un trop, premier jet. c'est trop d'honneur. Merci à tout le monde. En tout Merci cas, beaucoup. Merci beaucoup.